Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Pour finir cette année 2021, je vous propose une semaine consacrée à l'histoire russe et soviétique. Parce que ce sont les 200 ans de la naissance de Dostoïevski, parce qu'il y a une exposition Ilya Repin au Petit Palais, parce qu'il y a plusieurs parutions marquantes, parce que c'est une histoire passionnante. On commence aujourd'hui avec Sabine Dulin, dont le livre propose une histoire de la Russie impériale et de l'URSS, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses contradictions. Rendez-vous chaque jour de la semaine pour d'autres éclairages sur d'autres facettes ou d'autres personnages de l'histoire russe et soviétique. Vous retrouvez toutes les émissions sur le site internet parolehistoire.fr, également sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir de lancer cette semaine consacrée à l'histoire russe et soviétique dans le podcast, en compagnie de Sabine Dulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à Sciences Po Paris, vous avez rédigé de nombreux ouvrages, notamment sur la diplomatie soviétique, sur le rapport à l'espace, le rapport à la frontière, on peut citer La frontière épaisse, paru il y a quelques années, vous venez de publier aux éditions Payot, L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire, 1853-1991. On va parler de ce livre, que j'ai trouvé très riche, parce que c'est une belle synthèse, et c'est un genre qui manquait un petit peu en français, une synthèse récente consacrée à l'histoire russe et soviétique, sous un angle impérial, on en reparlera, c'est tout à fait important. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question sur un peu l'état des études russes en France et de l'histoire russe. Où est-ce qu'on fait de l'histoire russe ? Est-ce que l'histoire russe, aujourd'hui, en France, dans le monde francophone, a une vitalité ? Merci de cette question. Évidemment, c'est très important de réussir pour avoir une bonne recherche en France, à avoir des étudiants qui commencent des masters et qui fassent des thèses sur la Russie. Alors, c'est vrai qu'on a un peu moins de succès que dans les années 90, où il y avait l'effet de l'effondrement de l'URSS, de la nouveauté des archives, de l'impression d'un pays qui filait vers la démocratie. Et donc, il y avait une grande appétence pour l'histoire russe qui se développait aussi bien à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, également au sein du CERSEC, le labo de recherche de l'École des hautes études et du CNRS, qui est très actif et qui est interdisciplinaire sur le sujet. Et puis aussi pas mal d'universités de province dans lesquelles on pouvait faire de l'histoire russe. À Sciences Po même, évidemment, il y avait à l'époque Carrère d'Ancos qui dirigeait encore des étudiants, ainsi que Dominique Collat. Donc depuis, il y a une baisse incontestablement du nombre d'étudiants qui veulent faire de l'histoire russe, et c'est aussi lié à une baisse du nombre d'enseignements en russe dans l'enseignement secondaire. On a beaucoup moins de russisants qu'à l'époque. Il n'empêche qu'on garde de très bons étudiants, et surtout grâce à l'internationalisation, on a aussi maintenant beaucoup d'étudiants internationaux, notamment des étudiants russes qui viennent faire leurs études doctorales en France. Moi-même, j'ai plusieurs étudiantes russes en thèse à Sciences Po, puisque depuis que le Centre d'histoire de Sciences Po a ouvert un poste sur l'histoire russe et soviétique, on a relancé donc cette ère régionale, disons, dans le cadre des études à Sciences Po. Est-ce que vous avez le sentiment que la situation actuelle de la Russie, le régime de Poutine, ça pèse un petit peu sur l'envie de faire de l'histoire russe ou sur les possibilités d'en faire en France ? Il est vrai que le régime de Poutine a mauvaise presse, bien sûr, dans le cadre universitaire, et il y a aussi des refermetures d'archives, donc une impression de plus grande difficulté pour travailler sur ce pays qui se referme. Sans aucun doute, la question autoritaire sous Poutine, la répression des libertés, peut donner envie à un certain nombre d'étudiants en sociologie, en sciences politiques, d'étudier cet échec de la transition démocratique en Russie. C'est vrai que pour les historiens, vraiment c'est la question des archives qui pose le plus de problèmes. Mais on pourrait dire qu'il y a aussi un certain succès des études sur justement les anciennes républiques de l'URSS, où les archives sont beaucoup plus ouvertes, les pays baltes, l'Ukraine. Donc on peut imaginer une possible relève aussi, avec une histoire décentrée de l'histoire russe et soviétique. Alors parlons du livre que vous venez de publier, L'ironie du destin. Ce livre, il est frappant notamment par un choix, qui est un choix structurant, je dirais, qui est un choix continuiste. C'est-à-dire que 1917 figure dans le livre, évidemment, mais vous avez fait le parti pris d'enjamber 1917 et de poser des questions qui sont des questions dans la continuité de l'histoire russe et soviétique, et des questions en particulier sous un angle impérial. Est-ce que ça correspond d'abord au projet de ce livre ? Oui, alors c'est vrai que pour moi c'est une première d'une certaine manière, puisque moi je suis quand même une spécialiste
de l'histoire de l'Union soviétique, parfois dans sa période la plus tragique, hein, la période stalinienne. Donc j'ai peu écrit sur la période impériale pré-révolutionnaire. Et c'est vrai que malgré tout, dans les cours que je faisais, notamment sur le campus de Dijon, où il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de ces pays d'Europe centrale et orientale, il y avait une demande de traiter un petit peu la continuité, c'est-à-dire l'Empire avant et après 17. Et puis, incontestablement, ce qu'on voit des évolutions de la Russie contemporaine nous pousse à réfléchir à une plus longue durée, au-delà des spécificités de la période soviétique. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle perspective qui a été quand même très largement entamée, notamment par les historiens anglo-saxons, hein, qui ont tendance à beaucoup travailler cette question de la continuité impériale de l'histoire russe. Et au fond, ça permet de mieux comprendre ce qu'il y a de nouveau dans l'histoire soviétique. J'ai mis sur ma couverture une femme ouzbèque en train de rejeter son voile. C'est tiré d'une affiche des années 20 en Asie centrale, avec un appel à l'émancipation des femmes à partir de 1927. Et incontestablement, on est dans une des réalités de la rupture soviétique. Donc on a bien sûr pas seulement des continuités, mais l'accent mis sur la continuité du territoire, de l'empire, des politiques impériales, permet aussi de mieux resituer ce qu'il y a de vraiment nouveau dans la période du XXe siècle soviétique. Un mot peut-être sur la forme choisie pour le livre, c'est une synthèse, vous n'avez pas fait le choix, même s'il y a une érudition derrière, vous n'avez pas fait le choix d'un livre érudit avec beaucoup de notes, mais plutôt de quelque chose d'assez léger, aussi en recourant beaucoup au film, à la littérature russe et soviétique. C'était important pour vous voilà, d'essayer de transmettre aussi ces modes d'accès à cette histoire? Oui, alors je dois dire que ça m'a beaucoup libéré le fait de me dire j'abandonne ce dispositif de notes qui est très évidemment très habituel, hein, dans les livres où on se réfère toujours à tous nos prédécesseurs, à tous ceux qui écrivent en même temps que nous pour montrer que l'on a lu suffisamment pour écrire un livre informé. Alors bon, je renvoie quand même à une bibliographie qui est en ligne, mais c'est vrai que le fait de se dégager de cela rend souvent l'écriture finalement plus légère, plus alerte, et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors le choix effectivement de renvoyer uniquement à des films, des romans ou des documents d'archives, c'était dans le but de rompre avec une trop grande place donnée à l'historiographie, c'est-à-dire comment on écrivait l'histoire, comment aujourd'hui on écrit cette histoire. Donc ça, je l'ai renvoyé en ligne, et j'ai voulu vraiment rester dans le narratif, dans l'explication de ce qui s'est passé pendant ces 150 ans d'histoire russe et soviétique. Et de ce fait, j'ai renvoyé plutôt à du contenu, effectivement, soit des documents d'archives qui permettent de se rendre compte d'une époque, hein, de se replacer dans une époque, ou alors des romans et des films, parce que je le fais aussi beaucoup par rapport à dans mes cours en direction de mes étudiantes et étudiants. Je trouve que les romans et les films sont une porte d'accès tout à fait intéressante pour saisir un petit peu une époque, une atmosphère, une ambiance. Et dans le cadre de la Russie, bien évidemment, la littérature est tellement riche qu'on aurait tort de s'en passer. Je signale à ceux et celles qui nous écoutent qu'une émission de cette semaine sera consacrée à Dostoïevski, à son inscription historique et sociale, et donc on pourra prolonger ce questionnement. Alors on va passer en revue, si vous voulez bien, un certain nombre de moments dans l'ordre chronologique, en fait, hein, que raconte votre livre, pas du tout pour raconter toute cette histoire, mais plutôt pour souligner des points originaux, des points que vous mettez en évidence, qui m'ont paru intéressants, qui m'ont paru singuliers par rapport au récit conventionnel qu'on fait de cette histoire. Peut-être qu'il faut commencer, évidemment, par la guerre de Crimée et sa défaite, mais pas tellement pour parler de la guerre de Crimée et de sa défaite, mais aussi pour parler d'une conséquence géopolitique, c'est-à-dire que la Russie de Nicolas Ier, vaincue sur son propre sol en Crimée, se détourne
un moment en tout cas de l'Ouest se recueille, comme dit à l'époque un de ses ministres, mais c'est aussi le moment, paradoxalement, où donc dans les années 1860-70, elle va entamer une grande politique d'expansion vers le sud-est et vers l'est. Donc il y a ici un mouvement de balancier qui est en fait assez récurrent dans cette histoire. Quand les possibilités sont fermées d'un côté, eh bien on se déporte d'un autre côté. La politique expansionniste russe, elle se déploie avec une grande ampleur à ce moment-là. Oui, alors c'est vrai que vous évoquez effectivement une forme de cycle. Hein, on a deux cycles qui apparaissent quand même dans le livre. C'est à la fois le cycle des réformes et des moments de raidissement, et le cycle effectivement des expansions qui peuvent prendre différentes formes, des replis et des expansions, ou bien des expansions vers l'Europe ou vers l'Asie. Et évidemment, la première date, 1853-56, la guerre de Crimée, permet d'ouvrir ces deux éléments, puisque d'un côté, on a un grave échec, une défaite face à toute l'Europe coalisée derrière les Turcs. Donc finalement, le premier débarquement franco-britannique sur le sol russe. Donc un vrai électrochoc qui débouche d'abord sur la volonté de réforme et de modernisation. Donc ça c'est vraiment c'est la première perestroïka, on pourrait dire, de l'histoire russe. Les années 60, les années 1860 dans la Russie impériale. Et puis de l'autre, effectivement, un début de colonisation. Alors il faut aussi l'inscrire tout simplement dans une histoire globale. Hein. Au fond, dans les années 60-80, on est dans la conquête coloniale dans l'ensemble du monde, et les Russes mènent aussi la leur. Simplement, la spécificité de la conquête coloniale russe, c'est qu'elle se fait dans un continuum territorial vers l'Asie centrale et vers le Caucase, alors que, évidemment, au même moment, les Français conquièrent une partie de l'Afrique et conquièrent en Indochine. Donc on a quand même une concomitance de cette conquête coloniale, et d'ailleurs on a aussi une concomitance tout à fait intéressante que je mentionne dans mon premier chapitre entre la fin de l'esclavage aux États-Unis et l'abolition du servage, qui était une sorte d'esclavage à la campagne, dans les campagnes russes. On a là aussi 1860, 61, 65 pour la fin de la guerre de sécession du côté américain, un phénomène semblable, hein, l'abolition de l'esclavage. Et au bout du compte, cette conquête de l'Asie et de l'Extrême-Orient du côté russe rejoint aussi la conquête de l'Ouest américaine, hein, de l'autre côté. À la limite, ils se retrouvent au niveau du Pacifique, donc dans ces années-là. Donc il y a quelque chose aussi qu'on peut réinsérer dans une histoire plus large. Le règne d'Alexandre II, ce règne des grandes réformes, il prend fin par son assassinat en 1881, et cet assassinat, il donne lieu à un déchaînement d'antisémitisme dans le pays. Et l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on retrouve à différents moments du livre. On a presque l'impression que ça devient un élément structurant, parce que finalement, la question juive, elle reste posée à la fois de manière différente, mais en même temps de manière récurrente, aussi bien dans l'Empire russe que l'Empire soviétique. Est-ce que on peut dire un mot de cette récurrence, de cet enjeu des Juifs dans la Russie et dans l'URSS ? Oui, alors d'abord, ça renvoie à cette immense diversité nationale de l'Empire qui est liée à des phénomènes de conquête, et les tsars ont finalement conquis des peuples, et notamment Catherine II, en étant victorieuse contre le royaume de Pologne, va conquérir, et en étant victorieuse aussi en Crimée, puisque c'est le moment de la conquête de ce qu'on appelle la Nouvelle Russie sur les Ottomans, va se retrouver en fait avec une sorte d'écharpe de territoires qui vont du littoral baltique jusqu'au littoral de la mer Noire, dans lesquels on avait l'essentiel de la population juive de l'Europe, tout simplement parce que c'était dans l'Empire ottoman et dans le duché de Pologne, enfin dans le royaume de Pologne-Lituanie, qu'on avait la plus grande liberté pour les Juifs qui avaient été expulsés de tout le reste de l'Europe chrétienne. Et de ce fait, Catherine II, impératrice de Russie, se retrouve avec la plus grande population juive de l'époque. Et là, il y a effectivement une politique finalement de refoulement, hein, refuser que cette population juive se répartisse sur l'ensemble de l'Empire. Et donc ces juifs sont
assignés à résidence dans la zone de résidence. Alors évidemment, c'est ça qui va peser lourd sur l'ensemble de la période russe puis soviétique, même si on pourrait dire que une bonne partie de ces juifs vont être exterminés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc la population juive, de fait, de l'Union soviétique est moins importante que celle qui était dans l'Empire russe avant la guerre. Donc l'antisémitisme russe et soviétique est un antisémitisme très populaire, hélas, dans les populations slaves, qui a évidemment un fond d'anti-judaïsme chrétien assez classique, et qui, effectivement, est instrumentalisé dans les moments de crise, de tension, par le régime, pour tout simplement trouver des boucs émissaires. Dans la période soviétique, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, parce qu'on pourrait dire que les révolutionnaires russes sont en grande partie d'ailleurs de familles juives, et les juifs étant doublement discriminés dans l'Empire russe, à la fois souvent socialement parce qu'ils sont pauvres, et nationalement parce qu'ils sont juifs, sont les plus grands révolutionnaires en 1917. Donc on pourrait dire un certain philosémitisme dans la première décennie de l'histoire soviétique, où au contraire, là, on a un régime qui essaye de lutter contre l'antisémitisme populaire par un certain nombre de politiques. Et d'ailleurs, ce sont les bolcheviks qui tentent de créer la première Palestine, entre guillemets, c'est-à-dire un État pour les Juifs, dès l'instant que la promesse britannique n'a pas donné lieu à un État sur le territoire de la Palestine après la Première Guerre mondiale. Donc on va créer finalement un petit territoire autonome pour les Juifs. Alors les Juifs auraient voulu que ce soit en Crimée, parce qu'en Crimée il y avait énormément de population juive, mais là on avait un antisémitisme ukrainien fort, et par ailleurs on avait aussi les Tatars qui préféraient donner les terres aux Tatars plutôt qu'aux Juifs, et de ce fait on va créer ce petit territoire autonome juif au fin fond de l'Extrême-Orient, au Birobidjan. Ça existe toujours, et si vous allez là-bas, c'est toujours la langue yiddish qui est présente à la gare quand vous débarquez à Birobidjan. Donc on a un philosémitisme qui va effectivement se muer bizarrement en antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale, alors même que les soviétiques se battent contre le nazisme, et ça va être vraiment lié à la volonté de fermeture du pays à l'égard de tout ce qui peut être cosmopolitisme, avant-gardisme occidental, et de ce fait, on va couper le pays de toute cette modernité artistique, et les juifs, les intellectuels juifs, les artistes juifs représentaient vraiment le symbole de ce cosmopolitisme. Donc l'antisémitisme dans les années 40 va se nourrir de cette volonté de rupture avec l'Occident bourgeois. Et aussi, ensuite, on va avoir le développement d'un antisionisme lié à la politique d'Israël pro-américaine, qui va déboucher donc sur un soutien des revendications arabes par les soviétiques. Donc l'antisémitisme, effectivement, dure, puisque sous les années Brejnev, on a des politiques discriminatoires à l'égard des juifs qui sont barrés à l'université et qui, par ailleurs, ont beaucoup de mal à émigrer. C'est tout le mouvement de ceux à qui on refuse les visas et qu'on appelle les refusniks dans les années 70. Pour revenir à la fin du 19e siècle, où cette question commence à se poser, vous l'avez dit, beaucoup de dirigeants bolcheviks sont juifs, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Radek, mais il y a aussi des Polonais comme Dzerzhinsky, il y a évidemment des Géorgiens avec Djougashvili, Staline. Vous remarquez cette présence forte de révolutionnaires aux marges de l'Empire. Est-ce que là aussi c'est une clé de lecture du mouvement révolutionnaire russe, sans anticiper sur les développements ensuite qui seront ceux de l'URSS, mais en cette fin 19e, la contestation du régime, elle est politique, mais elle est aussi politique et nationale. Oui, en fait, vraiment, dans le cadre de l'Empire russe, il y a un lien très très fort entre questions nationales et questions sociales, et les périphéries de l'Empire sont toujours plus remuantes que les centres. Aussi, sans doute parce qu'il y a moins de poids, parfois, de l'État central et un peu plus d'autonomie. Il ne faut pas oublier que jusqu'aux années 1870-1880, l'essentiel des régions de l'Empire sont gouvernées
de manière assez autonome par rapport à la capitale Saint-Pétersbourg. On a le duché de Finlande, qui est évidemment quasiment une entité presque indépendante à l'intérieur de l'Empire russe. On a le royaume de Pologne, dont l'autonomie est de plus en plus grignotée par le centre russe, parce que les Polonais sont les plus remuants dans l'Empire, sont les plus contestataires, à la fois pour des questions bien sûr nationales, ils veulent recouvrer leur indépendance, mais aussi pour des questions sociales, c'est-à-dire que la Pologne est un des pays les plus industrialisés de l'Empire, dans lequel il y a une forte classe ouvrière, avec le développement d'un très fort parti social-démocrate marxiste, dans lequel on a des noms célèbres, hein, Rosa Luxembourg notamment. Et donc, cela signifie que les villes de la Pologne russe, hein, Lodz, Varsovie, sont des pôles de la contestation, et c'est d'ailleurs un des éléments qui fait que la russification va d'abord être une russification contre les Polonais. On va essayer de réduire leur autonomie, de réduire leur place dans la culture de l'Empire. Mais on a les mêmes questions nationales et sociales qui se posent dans les provinces baltes de l'Empire, et également chez les Arméniens, les Géorgiens. Donc, sur le fond, et on le voit très bien lors de la Révolution de 1905, on a vraiment une convergence entre questions sociales et nationales qui fait que les périphéries sont à la pointe du combat révolutionnaire, et bien sûr ça se retranscrit dans les formes de militantisme des partis révolutionnaires. On a le Bund, qui est le parti social-démocrate juif, qui est très influent dans toutes les périphéries européennes de l'Empire russe. On a même le parti de Pilsudski qui deviendra le chef de la Pologne indépendante de l'entre-deux-guerres, qui lui aussi au départ est un socialiste, et qui, à côté de Rosa Luxembourg, dans un parti un peu différent, plus national que celui de Rosa Luxembourg, milite aussi au sein du royaume de Pologne de l'Empire russe. Ces révolutionnaires parviennent à prendre le pouvoir en 1917, mais avant cela, il y a eu une phase qu'on a pu penser, après la Révolution de 1905, une phase de stabilisation, une phase de parlementarisation, et votre livre s'appelle L'ironie du destin, notamment parce que vous pointez ces moments un peu contradictoires, ces moments par exemple où Alexandre II réforme et le régime n'a jamais été aussi contesté, ces moments où la Russie serait sur une voie de stabilisation et puis la guerre et la révolution l'emportent. Donc si on revient sur cette décennie qui précède la Première Guerre mondiale, est-ce que, comme historienne, vous pensez que c'était une occasion manquée, que c'était une stabilisation possible, ou est-ce que là, les forces centrifuges révolutionnaires étaient trop fortes? Autrement dit, est-ce que cette ironie de l'histoire russe, vous la repérez aussi dans cette décennie qui précède la guerre entre 1905 et 1914? Est-ce qu'il y a une occasion manquée, autrement dit, d'une modernisation ou démocratisation russe? Alors, bon, c'est vrai que le titre peut être étrange, hein, l'ironie du destin. D'abord, c'est un petit peu ironique, et souvent, quand on parle de l'histoire russe et soviétique, on est plutôt dans la tragédie, en général. Mais c'est aussi une manière, effectivement, de montrer que les autocrates se trompent, ou en tout cas n'arrivent pas à mettre en place leurs projets, alors même qu'ils sont autocrates. Alexandre II veut abolir le servage pour créer une classe de petits propriétaires en Russie, qui serait une sorte justement de stabilité pour le régime, hein. On sait bien que dans la Troisième République française, avoir des paysans propriétaires, c'est un gage de stabilité politique, c'est un gage d'avoir une sorte vraiment d'électorat modéré pour le pays. Et en fait, dans le contexte russe, où on a quand même une radicalité très forte, aussi bien du côté des révolutionnaires qui n'hésitent pas à poser des bombes, qui n'hésitent pas à recourir aux armes, et de l'autre, un régime tsariste qui est connu pour sa violence politique et pour ses exécutions de ceux qui le contestent, eh bien, y a-t-il une place pour la modération? Et c'est vrai que l'abolition du servage, c'était déjà une première étape, une tentative de créer une sorte de classe sociale paysanne qui serait un peu favorable à une forme modérée de la politique. Sauf que ça n'a pas du tout débouché sur ce résultat-là, puisque ce qui a été renforcé dans le cadre de cette réforme, c'est bien plutôt la communauté agraire qui redistribue périodiquement les terres aux paysans, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune chance dans la campagne russe de devenir un paysan un peu riche, et on est plutôt dans le maintien finalement d'une paysannerie très pauvre et donc très contestataire. Et de même, les réformes engagées ont beaucoup de mal en fait
à s'ancrer dans la réalité sociale et politique du pays, pour des raisons diverses. D'abord parce qu'il y a une multiplicité de situations dans le pays, qu'il y a des formes d'inertie des bureaucraties locales très fortes, et de ce fait, finalement, il y a toujours une frayeur, la frayeur des contestataires, qui débouche toujours sur l'option plus autocratique que démocratique. Donc en 1905, on voit bien qu'il y a une tentative de démocratiser le système, de le faire ressembler à une sorte de monarchie constitutionnelle à l'anglaise. En tout cas, c'est le rêve des modérés, c'est le rêve des libéraux. Mais en fait, la contestation se maintenant, bien sûr, à un haut niveau dans le pays, eh bien, ce qui l'emporte, c'est la frayeur de l'autocrate de l'époque, Nicolas II, qui finalement va renoncer justement à cette évolution vers un système plus constitutionnel et va de ce fait raidir les oppositions. Si on arrive en 1917, on peut évidemment pas du tout raconter toute la complexité du cycle révolutionnaire. Il y a un point sur lequel vous insistez, malgré tout, c'est la dimension un peu oubliée aujourd'hui de ce qu'a été l'Assemblée constituante et les préparatifs de son élection et l'importance que ça a eu pour les Russes à ce moment-là. Le fait que beaucoup de gens ont placé leurs espoirs dans cette Assemblée et que finalement elle s'est retrouvée élue, mais aussi vidée de son sens et même ne pouvant siéger. Est-ce qu'on peut revenir sur cette institution et sur le rôle, voilà, un petit peu parfois oublié que ça a eu dans cette année 1917 et début 1918. Oui, alors je crois que c'est... Merci de souligner cet aspect, parce que je pense que c'est important aussi de se dire qu'il n'y a pas un destin marqué, obligatoire, que la Russie serait forcément autocratique pour toujours. Il y a eu effectivement cette expérience vraiment intéressante. Bon, il y a eu 1905, et puis ensuite il y a 1917, et en 1917, il faut bien voir que l'ensemble de la population russe attendait cette assemblée constituante qui devait être justement le symbole de la nouvelle démocratie dans le pays. Et cette assemblée a été élue, alors même que les bolcheviks étaient déjà au pouvoir. Et cette assemblée était extraordinairement moderne, puisqu'on avait à la fois, sur à peu près 700 députés, on avait quand même plus de 200 députés qui avaient moins de 30 ans. Donc extraordinairement jeune, aussi avec des femmes. C'est la première fois qu'on élit une assemblée avec des hommes et des femmes, et que dans les électeurs, on a des électrices aussi. Donc vraiment quelque chose de radicalement nouveau, mais peut-être justement trop radicalement nouveau pour une société qui n'était pas prête à cela. Et de ce fait, ce rêve de la démocratie de 17 ne va pas durer. C'est aussi parce que dans cette idée de la démocratie du peuple russe et des peuples qui composent l'Empire russe, on a quand même la vision d'une démocratie populaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a du mal à intégrer à la démocratie la bourgeoisie et l'aristocratie. Dans un pays qui était très polarisé sur le plan à la fois des richesses, du pouvoir, des hiérarchies, entre une classe dirigeante et le peuple, avec une très très grande pauvreté de la composante populaire de l'Empire russe, et bien de ce fait, la démocratie va aussi avec la vengeance sociale, et évidemment, cela fait que la vraie démocratie, pour la plupart des paysans, des ouvriers, des soldats, qui sont les acteurs de la révolution russe de 1917, c'est une démocratie qui exclut les bourgeois et les aristocrates. Et de ce fait, bien évidemment, le discours bolchevique, le discours de Lénine, le discours de tout le pouvoir au soviet a aussi beaucoup d'influence à cause de cette vision de la démocratie chez le peuple russe. Si on arrive maintenant aux années de fondation de l'URSS, cette jeune URSS des années 1920, elle est marquée par les résultats de la guerre civile et notamment par le recul de ses frontières, par le souvenir aussi et presque le traumatisme chez les dirigeants bolcheviques des invasions, des interventions étrangères. Et vous avez tout un développement que j'ai trouvé très intéressant sur ce que vous appelez les politiques de Piémont, qui sont menées par des États extérieurs à la Russie pour finalement capitaliser sur cette frontière ouest qui a reculé et pour finalement, depuis la Pologne par exemple, essayer d'influencer ce qui se passe sur le territoire soviétique, avec du coup des soviétiques très inquiets de ce qu'ils perçoivent comme des agressions, des interventions venant de l'Ouest. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ces enjeux qui tournent autour d'une frontière ouest qui a reculé à la fin de la guerre civile, et puis des rapports avec les autres États que ça implique? Alors là c'est vrai que c'est de ce phénomène que vous racontez que
on a cette figure qui émerge du lien entre ennemi intérieur et extérieur qui va devenir vraiment une catégorie politique hyper importante de la période stalinienne, mais qu'on retrouve aujourd'hui, hein, quand on voit l'association Mémorial qui est menacée de dissolution parce que c'est un agent de l'étranger. Donc on a vraiment ce lien entre ce qui serait une subversion intérieure et une subversion extérieure qui est très très important et qui effectivement date, là encore, d'événements qui sont très souvent liés à la Pologne. Hein. Donc la Pologne, c'est quand même, dans l'histoire russe et soviétique, un petit peu souvent l'ennemi numéro un. Et on a donc quelque chose qui se noue dans les années 20 et qui vient bien sûr de la guerre civile, c'est-à-dire la perte par l'Union soviétique de l'ensemble de ces États qui deviennent ce qu'on appelle les États du cordon sanitaire, donc les pays baltes, la Finlande, les pays baltes, la Pologne, qui ont pris leur indépendance et qui sont donc évidemment des sortes de barrières au bolchevisme en Europe, et ça entraîne chez Lénine, puis chez Staline, la dénonciation de l'encerclement capitaliste. Et de ce fait, on a bien sûr des grandes inquiétudes à l'égard des évolutions polonaises. Pilsudski, évidemment, tout socialiste qu'il était au départ, est devenu un anti-bolchevique très important, un anticommuniste très fort dans l'entre-deux-guerres. Et il y a toujours la crainte que ce nationalisme polonais puisse finalement se nourrir du nationalisme ukrainien pour détacher l'Ukraine de l'Union soviétique. Donc il y a et bien évidemment ça joue à fond dans le début des années 30, lorsque la collectivisation des terres, donc la disparition de la propriété privée à la campagne, entraîne d'énormes résistances, notamment en Ukraine, hein, parce que les paysans ukrainiens sont ceux qui ont le plus à perdre, étant donné qu'ils étaient plutôt plus riches. On sait que l'Ukraine, c'était un peu le grenier à blé de l'Empire russe. Et de ce fait, il y a des résistances très fortes, des révoltes au début en 1930. Et là, chez les dirigeants staliniens, hein, puisque depuis Staline a pris le pouvoir, et donc Staline considère qu'on peut perdre l'Ukraine, on pourrait perdre l'Ukraine. L'Ukraine pourrait devenir un foyer d'irrédentisme en lien avec les actions polonaises. Et de ce fait, il va y avoir une politique de très forte répression, hein, des élites ukrainiennes, et même ça va aller jusqu'à la famine en Ukraine en 1933, qui fait 6 millions de morts. Donc on a vraiment une figure là qui naît et qui va se retrouver hein, dans les procès de Moscou. On dénonce l'hitléro-trotskisme, là aussi. C'est le lien entre ce qui serait un ennemi intérieur, les opposants trotskistes à Staline, et de l'autre côté de la frontière, les anciens Russes blancs hostiles aux bolcheviks, et puis encore plus loin, les nazis qui aideraient ces Russes blancs et qui donc aideraient les opposants trotskistes. Donc évidemment, tout ça est complètement absurde, hein, Trotsky étant par ailleurs juif, donc, mais ça n'empêche pas que c'est véritablement cette idée presque complotiste hein, d'un ennemi intérieur relayé par un ennemi extérieur qui va devenir une constante dans les politiques de surveillance des frontières. Cet aspect, il est particulièrement intéressant à observer, et vous le mettez en évidence dans le livre, au moment de ce qu'on appelle le grand tournant stalinien, à la fin des années 1920, parce que vous montrez, à la suite aussi d'une historiographie récente, que on a peut-être parfois sous-estimé la dimension internationale de ce grand tournant. C'est pas simplement Staline qui constate que la NEP est une impasse et qu'il faut moderniser, collectiviser, etc. C'est aussi en réaction à la dégradation des relations avec la Grande-Bretagne, aussi en relation avec la perception d'un risque de guerre extérieure, renforcer l'intérieur par la collectivisation de l'industrialisation, c'est aussi faire face aux défis extérieurs pour Staline. Oui, tout à fait. D'ailleurs, oui, pour renvoyer un petit peu à l'historiographie, on a effectivement énormément de travaux aujourd'hui qui essayent de remettre, de relier ensemble finalement politique intérieure et politique extérieure, ce qui n'avait pas été trop fait dans la période soviétique où on avait très souvent soit des spécialistes soviétologues de l'histoire interne de l'URSS, soit des spécialistes d'histoire des relations internationales. Et il y avait peu de liens entre les deux. Or, en fait, les liens sont absolument étroits, et c'est d'ailleurs
pour cela d'ailleurs que je me refusais à traiter d'un côté de la politique extérieure et de l'autre de la politique intérieure, parce que quand Staline gouverne, sur son bureau du Kremlin, il a absolument l'ensemble des dossiers ensemble. Il a le problème des paysans qui se révoltent, il a les questions du plan quinquennal et des échecs de l'industrialisation, il a aussi l'expulsion de l'ambassadeur de France en 1927, ou les ruptures des relations avec la Grande-Bretagne en lien avec une accusation d'ingérence communiste dans la vie politique britannique. Donc tout ça fait sens ensemble. Et effectivement, j'ai notamment une doctorante qui a soutenu sa thèse sur les premiers procès politiques fabriqués pendant le premier plan quinquennal, c'est-à-dire le procès Charty en 1928, qui accuse de sabotage des ingénieurs qui travaillaient dans les mines et l'industrie charbonnière en Ukraine. Et dans le box des accusés, il y a quelques Allemands qui travaillaient aussi sur dans ces industries. Et donc l'accusation met en avant des sabotages qui sont reliés à les anciens contre-révolutionnaires et surtout les puissances extérieures qui veulent renouer avec la politique d'intervention comme ils l'avaient fait pendant la guerre civile. Donc on a ce procès qui a été complètement fabriqué par l'OGPU, la police politique, en lien avec Staline, et qui donc est immédiatement une internationalisation des problèmes. C'est-à-dire qu'on fait un procès, mais en fait, le procès est directement international. Et ça va continuer dans les procès suivants, en 1930, en 1933, avant même donc les procès de Moscou qui ont lieu en 1936-1938. Donc effectivement, c'est une dimension très forte de ce qui se passe sous Staline. Et c'est aussi ce qui est clair, en particulier ce qu'on appelait les opérations nationales du NKVD au moment de la Grande Terreur, lorsque sont pris pour cible des Coréens, Allemands, Polonais, etc., du fait de la menace qu'aux yeux de Staline, ils font peser sur les frontières. Alors, comme on ne peut pas évidemment tout traiter, je voudrais qu'on aborde la Seconde Guerre mondiale. Et une chose qui m'a intéressé beaucoup dans le passage que vous y consacrez, c'est notamment toute la question de, finalement, Staline a-t-il affaibli ou renforcé l'URSS à travers le grand tournant stalinien? Est-ce que l'URSS a fini par émerger victorieuse de la guerre grâce à Staline ou malgré Staline? Et ce qui est intéressant, c'est que vous montrez que c'est notamment une question qui s'est posée en URSS même au temps de la déstalinisation. Il y a un livre notamment d'Alexandre Nekrich qui s'appelle L'Armée rouge assassinée, où les soviétiques eux-mêmes, une fois qu'on peut parler un peu plus librement, se posent la question de ce qu'a été le devenir de leur pays durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que Staline, finalement, est un grand chef de guerre ou un obstacle qui a causé des pertes non nécessaires? Oui, alors ça c'est une grande question, et c'est d'ailleurs une question à laquelle Poutine a répondu en disant que malgré tout, la Grande Guerre patriotique a été gagnée grâce justement à l'œuvre stalinienne. Donc c'est un débat qui est absolument crucial aujourd'hui, hein, parce que c'est une manière d'envisager la continuité étatique entre l'ensemble de l'histoire russe et soviétique, y compris la période stalinienne, qui serait du coup réintégrée comme une période légitime dans l'ensemble du XXe siècle. Alors c'est évidemment une question importante, et d'ailleurs en réfléchissant à mon titre, L'ironie du destin, je me suis dit que le seul qui collait pas très bien au titre, c'est Staline, parce que lui c'est le seul autocrate qui fait en gros ce qu'il dit. Effectivement, il y met suffisamment de brutalité et il détruit suffisamment pour reconstruire, de manière à ce que les inerties, les résistances ne puissent pas fonctionner comme pour ses prédécesseurs et ses successeurs. Donc c'est vrai que Staline, pour cela, fait un petit peu mentir mon titre, parce que lui, il a effectivement un projet et il y va sans aucune hésitation sur les moyens pour le réaliser. Alors, effectivement, on ne peut pas faire de l'histoire contrefactuelle. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu le plan quinquennal dans les années 30, et si on avait continué la NEP pendant les années 30, est-ce que l'URSS aurait tenu face à l'invasion hitlérienne? Bon, incontestablement, on est obligé de dire que malgré tous les échecs du plan quinquennal, les éléments d'une puissance économique capable de se convertir à l'économie de guerre étaient relativement là en 1939-41, ce qui était moins le cas en 1930. Donc il y a, et c'est d'ailleurs un élément
qui a été depuis étudié, notamment par Oleg Klievniuk, qui est loin d'être un stalinien, historien très connu pour sa biographie de Staline notamment, et qui a analysé le rôle économique de ces plans avant la guerre, et ça a joué dans l'efficacité relative de l'économie de guerre stalinienne, avec sa capacité de mobilisation et de centralisation, et des prouesses. En 1941, ils réussissent à évacuer l'essentiel des usines qui étaient sous la menace de l'occupation nazie, et c'est fait quand même avec une relative dextérité qui débouche sur d'ailleurs une restructuration de l'industrie après-guerre en direction de la Sibérie et de l'Oural. Donc il y a incontestablement des réussites. Après, tout cela se fait avec un coût humain extraordinaire. Même le maréchal Zhukov, qui donc est l'un des vainqueurs de la guerre et qui travaille aux côtés de Staline pour lancer toutes ces grandes opérations de reconquête du territoire et d'offensive jusqu'à Berlin, eh bien, Zhukov et Staline, lorsqu'ils décident de leur plan et de l'organisation des batailles, ne comptent absolument pas le nombre de morts. Et donc on est quand même dans une stratégie qui décime très largement la population soviétique, il y a eu 27 millions de morts, ce qui est terrible, énorme. Mais en même temps, c'est ça qui fait aussi le socle de la Russie contemporaine. C'est cette grande guerre patriotique qui reste dans les mémoires comme un moment de sacrifice intense et en même temps presque de liberté, dans le sens où, à ce moment-là, les citoyens soviétiques étaient responsables de leur destin, d'une certaine manière. Alors, peu d'ironie chez Staline, mais un héritage quelque peu ironique, justement, faire cette grande puissance industrielle et militaire, c'est faire cette puissance pauvre, pour reprendre une expression de Sokolov, je crois, cette puissance pauvre, sous Khrouchtchev et Brejnev notamment, où on fabrique des armes de pointe, mais on est incapable de fournir du pain. Et là, il y a une véritable ironie, qui est aussi une clé d'explication d'un blocage du système soviétique dans l'après-guerre. Oui, là, je crois que vraiment, si l'ironie du destin s'applique bien, c'est à la période Brejnev, et d'ailleurs le film, parce que l'ironie du destin c'est le nom d'un film, une comédie absolument drôle qui sort en 1975, donc son réalisateur c'est Ryazanov, et cette ironie du destin c'est un film que tous les soviétiques et aujourd'hui tous les Russes regardent le jour de l'an, parce que ça se passe le 31 décembre. Je vous conseille de le regarder, c'est accessible sur Internet et il y a des sous-titres en anglais ou en français. Alors, effectivement, l'ironie du destin, c'est vraiment la période Brejnev, parce qu'on est... Brejnev, il est l'héritier de cette immense puissance, puisque les années 70, c'est l'apogée de la puissance soviétique. On a l'ensemble de l'Eurasie qui est communiste, on a des régimes marxistes-léninistes en Afrique, en Amérique latine, qui attendent le soutien, notamment militaire, des soviétiques, qui leur fournissent. On a des énormes expéditions et des ponts aériens pour fournir du matériel militaire à l'Éthiopie, par exemple, ou aussi le soutien à l'Angola, à partir de 1975. Donc on a vraiment une puissance militaire surdimensionnée et en même temps un pays qui est soumis à des cartes de rationnement dans lequel on n'a pas assez de blé pour nourrir la population et on est obligé d'importer du blé des États-Unis. Donc c'est véritablement le paradoxe de cette histoire, et c'est ça sans aucun doute qui entraîne des tentatives permanentes de réforme sous Khrouchtchev. Donc c'est la deuxième perestroïka, la période de Khrouchtchev, les années 1960. Puis ensuite, même sous Brejnev, on essaye encore de faire des réformes avec Kosygin, on essaye de réformer l'économie, mais au bout du compte, on est quand même dans un certain nombre de domaines, dans une sorte de pays en développement, et c'est bien sûr quelque chose qui va être de plus en plus visible dans un contexte d'internationalisation, parce que la détente fait qu'on a ouvert les frontières dans les années 70, qu'il y a des circulations entre l'Est et l'Ouest.
Donc bien évidemment qu'on sait comment ça se passe ailleurs, hein, je cite la fameuse exposition américaine à Moscou, sous Khrouchtchev, où on voit les cuisines américaines qui font rêver évidemment ceux qui les voient, avec des superbes cafetières, etc. Et Khrouchtchev a beau dire que toutes les maisons soviétiques ont la même chose, personne n'est dupe. Donc on a vraiment un problème, c'est qu'avec l'ouverture des frontières, ce que n'avait pas voulu Staline, avec l'ouverture des frontières, on voit mieux ce qui se passe et les résultats de la société de consommation capitaliste, et évidemment, ça peut être en défaveur du système soviétique qui, du coup, est un petit peu grignoté de l'intérieur par cette confrontation avec l'Ouest. L'une des dernières ironies de votre livre, elle concerne Mikhail Gorbatchev, qui a très conscience de beaucoup de problèmes qui affectent l'URSS et qui est très décidé, avec une petite équipe, à essayer de les résoudre. Mais il y a un angle mort dans sa pensée, c'est la question nationale. Et là aussi, c'est très ironique parce que c'est aussi ce qui va aboutir à la désagrégation de l'Empire. Et c'est quelque chose qui n'est pas perçu ou qui n'est pas vu sur le moment. Oui, alors Gorbatchev, en bon soviétique, croit à la propagande, et donc, comme on avait évoqué depuis les années 50, la résolution de la question nationale en URSS, le fait que finalement on était dans l'amitié entre les peuples, et d'ailleurs c'était quelque chose qui était aussi un discours exporté vers l'extérieur, puisqu'on était en pleine phase de décolonisation, et dans le cadre de la décolonisation, Khrouchtchev et les autres insistaient sur le fait que l'URSS avait résolu son problème colonial, son problème national, dans le cadre de l'Union des républiques socialistes soviétiques, donc cette structure qui s'était créée en 1922 et dans laquelle chaque république avait malgré tout même s'il fallait que le contenu soit socialiste, la forme pouvait être nationale, on pouvait parler sa langue, les élites des différentes républiques étaient devenues de plus en plus autochtones au fur et à mesure de l'éducation, du programme d'éducation qui avait été porté notamment par la période stalinienne puis par la période post-stalinienne. Donc, dans les années 50-60, les élites d'Asie centrale, par exemple, sont dorénavant des élites ouzbèques, tadjiques, kirghizes, et de ce fait, on a une affirmation nationale au cœur des républiques. Gorbatchev donc croit que cette question nationale est réglée, et lorsqu'il veut réformer, il a une vision centraliste des choses. Finalement, il veut réformer l'ensemble des clientèles qui se sont développées dans les différentes républiques, où on a des leaders qui sont au pouvoir depuis des décennies et qui ont pu développer, bien sûr, tout leur réseau au sein des élites politiques, économiques, policières de la République. Donc ça va commencer effectivement par poser un problème, c'est que Gorbatchev essaye de réformer les républiques en évinçant les leaders de ces républiques, qui sont des leaders autochtones, et ça va entraîner effectivement des réactions de la part des populations qui défendent leurs leaders, qui ont beau être des autocrates locaux et qui ont beau être des gens très corrompus, sont avant tout des nationaux, et pour cela doivent être soutenus du point de vue de l'identité nationale. Alors on voit toute la richesse du livre, et on n'a pas pu passer en revue évidemment tous les thèmes, mais on a au moins donné une idée des différentes périodes et à chaque fois d'axes de lecture qui sont intéressants, qui sont originaux. Est-ce que pour finir cet entretien, je pourrais vous demander un conseil littéraire, puisque il y a des références qui sont parsemées à travers le livre, on rencontre les frères Weiner, on rencontre Svetlana Alexievitch, un peu plus tôt je crois Tchekhov. Est-ce qu'il y a un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent ? Alors, si on en reste à la période soviétique, moi je conseillerais de lire Vassili Aksionov, la saga moscovite, qui est, alors c'est un livre un peu épais, mais qu'on peut lire exactement comme une série, hein, c'est-à-dire que les Russes sont très forts dans le style feuilleton, avec plein de personnages qu'on arrive à suivre sur un siècle. Et la saga moscovite, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ça aurait pu paraître en feuilleton régulièrement, et peut-être qu'un jour ce sera en série. Mais en tout cas, c'est un livre tout à fait intéressant. Et Vassili Aksionov, c'est le fils d'Evgenia Ginzburg. Evgenia Ginzburg, qui est connue pour ses livres Le Vertige et Le ciel de la Kolyma, est une communiste qui avait été arrêtée en 1937 et envoyée en camp.
Son fils venait de naître, Vassili Aksionov, donc il n'a pas vu sa mère pendant 20 ans, et il la retrouve quand il a 20 ans, justement en 1956, au moment où elle est assignée à résidence, libérée des camps. Donc il la rencontre à ce moment-là à la Kolyma, c'est-à-dire au fin fond de la Sibérie orientale. Donc il a vécu cette histoire tragique en tant qu'enfant, période stalinienne, mais il fait de sa saga quelque chose qui justement n'est pas que dans le tragique, et c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a aussi tout l'humour, toute la dérision qui existe en Russie sur ses propres histoires, et qui fait de ce peuple vraiment un peuple très fascinant, par cette capacité en fait à rire de quelque chose qui est souvent très tragique. Et pour le rire, on pourrait conseiller le livre d'Amandine Régamet, camarade prolétaire de tous les pays, excusez-moi, qui est un recueil, analyse des anecdotes, des histoires drôles que se racontaient les soviétiques pour supporter leur quotidien, qui est très intéressant de ce point de vue-là. Merci beaucoup Sabine Dulin. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.